soirée avec ça ce soir. Okay. OK. Bon, peut-être l'interprétation irrationaliste, c'est basé sur le principe de complémentarité, mais disons simplement ceci. Pour représenter l'état complet d'une particule, j'ai besoin et de la position et de la vitesse. Mais selon l'interprétation de Copenhague, ces deux grandeurs sont mutuellement incompatibles, mutuellement exclusives. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte de paradoxe. Pour représenter une particule ou une interaction particule-instrument d'une manière complète, je dois avoir recours simultanément à deux grandeurs, position et vitesse, qui sont incompatibles. Donc, si on extrapole, il y en a qui diront, on a ici la présence de la contradiction, du paradoxe, de l'irrationalité au cœur même de la théorie quantique, au cœur même de la réalité. Pour parler de la réalité, il faut simultanément recourir à des choses incompatibles. Bon, première erreur de raisonnement, j'ai coupé le principe de complémentarité, mais c'est pas grave. L'idée de l'incompatibilité entre la vitesse et la position, c'est une interprétation philosophique. C'est pas dans la science que c'est dit comme ça. C'est un point de vue sur la science. Il y en a d'autres possibles. Et deuxièmement, le principe de complémentarité appliqué à la position et la vitesse, je vais vous l'énoncer maintenant pour nos besoins. Niels Bohr dira ceci. Les concepts de position et de vitesse sont des concepts issus de la physique classique, de la vie de tous les jours. Niels Bohr dira que ces concepts sont inadéquats pour représenter les phénomènes quantiques, les interactions instruments-particules. Mais le cerveau humain est capable de penser à la réalité en termes de concepts classiques, de ce qu'on expérimente dans la vie de tous les jours. Donc, on doit nécessairement passer par là pour essayer de donner un sens à ce formalisme mathématique. Le principe de complémentarité nous dira que nous pouvons utiliser des concepts classiques comme position et vitesse pour parler des phénomènes quantiques, mais que pour ce faire, il faut accepter qu'on ait recours à des concepts classiques qui sont mutuellement exclusifs, mais conjointement nécessaires. Donc, le principe de complémentarité, recours à deux principes incompatibles mais nécessaires en même temps, ne signifie pas qu'il y a de la contradiction ni dans la physique quantique, ni dans la réalité. Ça signifie simplement une limite dans l'applicabilité des concepts classiques, comme la position et la vitesse, pour parler de la réalité quantique. C'est une limite de vocabulaire et non pas une présence de contradiction dans la théorie. Ça ne fait que traduire le fait que les concepts classiques que nous utilisons sont en soi inadéquats pour parler en mots du formalisme mathématique. Donc l'interprétation irrationaliste, c'est une interprétation d'une interprétation philosophique de la science, on commence à être loin, et elle n'est pas justifiée pour les deux arguments que je viens de donner ici. Et puis donc, si on extrapole, on pourrait dire, c'est ça, que la réalité quantique elle-même est constituée de choses mutuellement exclusives, mais conjointement nécessaires. Donc, le paradoxe, la contradiction est au cœur même de la réalité physique. Ben, encore une fois, là, c'est un abus d'interprétation. Pas plus loin dans les détails, toujours pour des questions de temps. As-tu vu erreur dans ce raisonnement? Oui. Est-ce qu'on doit conclure par cette phrase que cette interprétation philosophique de la physique quantique n'est pas acceptable? Oui, c'est ce que j'affirme, Okay. pour les arguments que je viens de vous présenter. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez présenter vos propres arguments contre les miens. Je suis très ouvert à la discussion, mais moi, c'est ce que j'affirme, c'est mon point de vue pour ces arguments-là. L'interprétation naïve ou littérale, donc ça, c'est celle que je me suis amusé moi-même à concocter, puisqu'il n'y a pas de consensus sur l'interprétation philosophique, ben je me suis permis de faire la mienne, DF, c'est moi. Donc, l'interprétation littérale, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le formalisme mathématique au pied de la lettre. Si les mathématiques disent ça, ben la réalité, c'est ça. Hein? Degré zéro d'interprétation. Je suis capable de ça quand même, c'est dans mes compétences. Alors, on pourrait dire aussi une interprétation naïve parce qu'on ne met pas de subtilité. On prend les choses au pied de la lettre, là, sans se casser la tête. Alors, à ce moment-là, je dirais, les mêmes mathématiques, toujours, c'est une théorie à la fois du monde microscopique
en lui-même, indépendamment de l'observation et des interactions instrument-particule. Alors, paquet d'ondes, d'abord. Le paquet d'ondes représente le monde microscopique en lui-même. Alors, moi, ce que je dis, c'est que le paquet d'ondes, c'est la particule. C'est sa forme et c'est son volume. Ce qu'on appellera dans l'interprétation naïve la position et la vitesse d'une particule, ce sera ceci. Donc, si on se limite au concept de paquet d'ondes, pour un paquet d'ondes donné, il y a plusieurs vitesses et il y a plusieurs positions. Donc, le paquet d'ondes, je dirais, ça ne représente ni la position ni la vitesse de la particule, mais la particule dans son entièreté, sa forme et son volume. On peut calculer les valeurs moyennes. La valeur moyenne de la position, et quand le paquet d'ondes est parfaitement symétrique, la valeur moyenne, c'est le point exactement au centre du paquet d'ondes. On peut calculer aussi la valeur moyenne de la vitesse, et quand la distribution de vitesse est symétrique, la valeur moyenne de la vitesse correspond à la vitesse du milieu. Alors, j'appellerai, comme certains le font d'ailleurs, le centre de la particule comme étant la position moyenne. Et je dirais la position moyenne, c'est la position de la particule et la superposition d'états, le paquet d'ondes, c'est sa forme et son volume. La vitesse moyenne est la vitesse de la particule et la distribution de vitesse sert à construire le paquet d'ondes. Donc, en ce sens, si on parle de valeur moyenne, eh bien là, il n'y a plus de problème. On ne se dit pas une particule a plusieurs positions en même temps, elle en a une seule, x moyen. On ne dit plus la particule a plusieurs vitesses en même temps, elle en a une seule, v moyen. Et donc, les notions de superposition d'état servent à construire le paquet d'ondes. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que la vitesse moyenne ne correspond pas à la vitesse de groupe. Quand on mesure la vitesse de particule, c'est la vitesse de groupe. Oui. Moi, je parle ensuite, l'idée suivante, c'est de parler du théorème d'Ehrenfest, qui nous dit que la force moyenne sur un paquet d'ondes est égale à la masse fois l'accélération moyenne. Et que, en termes techniques, l'accélération moyenne correspond à la dérivée de la vitesse moyenne. En fait, on passe par la quantité de mouvement en termes techniques. Donc, basé sur le théorème d'Ehrenfest, on peut associer la position moyenne au centre de la particule, la vitesse moyenne à la vitesse de la particule, et dire à ce moment-là, en vertu de ce théorème, que le centre d'une particule a un comportement classique, newtonien, et que les effets quantiques sont dans la forme et le volume du paquet d'ondes. À quelques nuances près, parce que dans le théorème d'Ehrenfest, c'est la force moyenne sur l'ensemble du paquet d'ondes et non la force sur la position moyenne. Là. Mais dans l'ensemble, moi, c'est l'idée que je développe. Oui? Ça pourrait-tu être un peu comme si je regarde, mettons, la galaxie Andromède. Oui. Là, je demande c'est quoi sa position. Je dis, ouais, mais c'est parce que Andromède est composé de certaines particules qui sont là, oui. là. C'est un objet étendu. Ça bouge, ça fait ça, fait ça. Entendons-nous pour dire que sa position moyenne, c'est vers le centre de la galaxie. Le point d'équilibre, quelque chose comme ça. C'est ça. On peut le comparer au point d'équilibre, exact. Tout à fait. Et là, avec cette interprétation-là, on est encore dans la discussion philosophique. Hein? C'est pas plus de la science que je vous dis, c'est de la philosophie pareil. Mais avec ce point de vue-là, moi, je trouve qu'on a une approche beaucoup plus près de l'intuition et qui ressemble plus à la physique classique sans y être évidemment identique. Mais oui. Le besoin est toujours le même. En réalité, on est devant le réel. Oui. La science essaie de saisir le réel, mais elle a besoin de... Notre cerveau, la façon qu'il fonctionne, on a besoin de mots. Oui. On ne peut pas passer la connaissance sans avoir de mots. Puis pour les mots, il faut faire un ensemble compréhensible. Parce que les mathématiques, c'est une création aussi. Ouais, le monde peut exister sans les mathématiques. Oui. C'est une création au même titre que la philosophie ou que d'autres. C'est un instrument de connaissance du réel. Sauf que la valeur des différents instruments est variable. Là, on pourrait entrer dans un tout autre discours. Mais c'est sûr que... Mais c'est pour être capable de progresser dans le discours mathématique que vous faites votre théorie naïve. C'est pas pour progresser dans le discours mathématique, mais dans le discours qualitatif, pour essayer de donner une signification aux mathématiques qui soit la plus près possible de ce que pourrait être la réalité. C'est ce qu'on a fait aussi avec l'interprétation de Copenhague, c'est ce que d'autres ont fait avec l'interprétation irrationnaliste, d'essayer de comprendre la signification des mathématiques. En ne la trahissant pas. Sans la trahir, voilà, exact. Et là, si je reviens au problème de la mesure,
Mais là, à ce moment-là, il n'est plus question de dire c'est la mesure qui définit une grandeur physique et qu'une grandeur non mesurée n'existe qu'à l'état de possibilité. Ce que la mesure fera, c'est